d'éteindre cette agressivité, de vouloir l'abolir, il va falloir chercher une cause possible. Alors l'observation rend bien service, quelqu'un qui a mal aux dents va se frotter, enfin voilà, après on peut regarder les choses de façon de trouver une cause à cette irritabilité. Le message que je veux faire passer là, c'est qu'il ne faut pas accepter l'idée que cette irritabilité, que cette agressivité, sauf cas particulier, mais bon, rare cas, est quelque chose de l'ordre de la démence méchante, de j'en veux à la personne, et j'exprime une méchanceté avec une dangerosité particulière. On n'est pas dans la pathologie psychiatrique de perversion où on peut avoir effectivement des actes réfléchis et méchants. On est vraiment dans quelque chose de réactif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger nécessairement. Ça peut devenir... une réactivité peut être éventuellement réellement agressive. Donc ça peut être éventuellement dangereux. Mais dans la compréhension de l'acte, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui a pu déclencher cette réactivité, cette agressivité réactive, de façon, la prochaine fois, de pouvoir l'éviter. Je pense que certains d'entre vous ont l'expérience de ça. Ils pourraient donner des exemples par rapport à la façon dont ça se passe concrètement. Après, dans une diffusion postérieure, on va effectivement avoir des troubles auditifs et des troubles visuels. On a des hallucinations qui peuvent apparaître et qui sont là, qui génèrent là aussi un comportement qu'il ne faut pas forcément éteindre. Mais vous avez des patients qui, se promenant, ramassent des choses par terre, voient des choses par terre et tentent de les ramasser pour aller les piocher. Donc là aussi, il faut faire l'analyse de ça, mais vouloir aussi éteindre ces comportements-là, ça peut là aussi générer de l'angoisse ou quelque chose de mal vécu ou de mal interprété dans la compréhension des troubles. Donc effectivement, on a certains patients qui régulièrement ramassent des choses qui n'existent pas ou qui décrivent des choses vues sans pour autant que ça génère chez eux une angoisse ou un mal-être. Donc je dirais que le critère d'intervention, le critère de soin, c'est pas ce qui nous dérange nous, de manière générale, c'est ce qui dérange le patient, c'est la façon dont il le vit lui et la façon dont il exprime le symptôme. Quand on est avec attention, on peut s'apercevoir si la personne souffre de ce qu'elle vit, si elle est angoissée sur son visage. Et ces troubles du comportement qui sont générés par la maladie doivent être interprétés sous cet axe-là, dans la mesure du possible, plutôt que sous l'axe de notre gêne à nous en tant que soignants. Bon, même si à côté, effectivement, il faut entendre, enfin essayer d'entendre ce que ça génère chez les proches et sur l'entourage qui va devoir s'accommoder de tous ces troubles. Ce que ça génère vraiment au tout début, je pense qu'il faut retenir ça, c'est une situation d'isolement pour l'entourage. Et ce dont on entend le plus parler, tu diras ça, c'est vraiment pour l'entourage, pour les proches, une situation d'être abandonné, d'être tout seul et de vivre les choses absolument tout seul. Et donc, si je pense que là où il faut intervenir, c'est vraiment contre cet isolement et cette difficulté. Sur une diffusion plus globale ensuite de ça, on aura les troubles moteurs qui vont rapidement entraîner éventuellement des chutes, etc. Mais bon, ça, on rentre dans un autre domaine où, plus généralement, et c'est dans le cadre de la démence cérébrovasculaire, des situations de confusion qui sont très fréquentes et qui peuvent aggraver la symptomatologie. Donc là aussi, il y a souvent un amalgame qui est fait entre la désorientation temporospatiale dont peuvent souffrir les patients et la confusion mentale qui peut aggraver la situation. La confusion mentale, c'est pour le patient l'impossibilité de se repérer dans son environnement immédiat. Donc c'est quelque chose dont il est souvent victime. Effectivement, il a des possibilités cognitives, des possibilités de repérage qui sont diminuées par rapport à la population normale. Et donc, il va se retrouver plus facilement qu'un autre dans une situation de confusion mentale qui va elle-même
aggravée pour entraîner des troubles importants liés à cette confusion. Donc, ce qui est le danger par rapport à cette confusion, c'est de la considérer comme faisant partie de la symptomatologie de la maladie et comme normale, c'est-à-dire de ne pas chercher à la résoudre. Alors que c'est vraiment un phénomène auto-aggravé qui va entraîner des troubles importants sans pour autant être non résolutif. Un malade atteint de maladie d'une démence cérébrovasculaire, très facilement, c'est vraiment ceux-là qui le font plus facilement, vont entrer dans des confusions mentales à l'occasion d'une hospitalisation, à l'occasion d'une hyperthermie, à l'occasion d'une douleur aiguë, à l'occasion d'une petite infection urinaire, à l'occasion d'une contrariété qui va très rapidement leur faire perdre pied dans l'environnement immédiat et donc générer une confusion mentale, c'est-à-dire la perte de la capacité de se repérer dans l'espace auquel ils sont habitués de façon importante, avec des troubles alimentaires, avec des troubles d'hydratation, enfin tout va s'auto-enchaîner pour aggraver les choses. Donc là, le vrai risque dans une situation de confusion mentale, dans un contexte de dément, c'est d'oublier la confusion mentale et de mettre les symptômes de la confusion mentale sur ceux de la maladie initiale et donc de la démence, sans tenir compte de l'aggravation rapide qu'on constate autour de la confusion. Donc être désorienté de façon habituelle ne signifie pas qu'on est confus. En général, même un grand malade est capable, dans son environnement et même avec une désorientation, de vivre dans l'espace quotidien qui est le sien. C'est-à-dire qu'il a des repères qui sont les siens, qui lui permettent de se déplacer, qui lui permettent d'appréhender cet espace-là et qui permettent une vie commune relativement... qui permettent une vie possible, je vais dire apaisée, mais pas forcément. Et cette aggravation brutale par la confusion mentale doit être prise en compte pour être réduite, parce qu'elle l'a laissé se développer, c'est prendre un risque d'aggravation extrêmement rapide et brutale par des complications autres qui vont être la déshydratation, la dénutrition, etc., etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose à repérer pour éviter les drames. Et voilà, à l'hôpital, malheureusement, hein, vous faites un malade souffrant de troubles neurocomportementaux arrivant à l'hôpital va presque nécessairement être confus. Et si cette confusion est interprétée comme l'état de base de la maladie, effectivement, les chances de sortie de la confusion pour le malade sont extrêmement réduites dès le départ, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Donc il est important que l'entourage indique, insiste, précise, toujours et tout le temps, l'état de base du patient, de façon qu'on puisse, le plus rapidement possible, essayer de le récupérer dans de bonnes conditions. Alors si je continue l'histoire j'ai pris au niveau du temps, je ne sais pas où j'en suis. Dans les troubles du savoir-faire, et là aussi ça va générer des difficultés de vivre ensemble, ces troubles qui vont apparaître auparavant. On va avoir au début de maladie, ce qu'on peut constater, c'est des troubles du stockage. Donc là aussi c'est quelque chose d'assez significatif, notamment pour les personnes qui vivent seules. Vous avez des erreurs de stockage au niveau des médicaments, au niveau des produits alimentaires. Et donc, le constat à faire et à regarder de l'usage qui est fait de l'ensemble des approvisionnements. Je veux dire par là que là, c'est souvent les gens concernés sont souvent des personnes qui vivent seules, qui sont atteintes de cette maladie-là, et puis qui se débrouillent relativement bien, qu'on laisse vivre seuls, mais qui effectivement vont stocker de façon aberrante dans leur appartement différentes choses, et notamment les médicaments, les prises de médicaments, les alimentations, qui vont déclarer manger à leur faim, manger à leur guise et sans difficulté, mais qui cependant ne le font pas. Donc un des risques d'une personne atteinte de démence en début de parcours et vivant seule, c'est d'abord et avant tout les problèmes des médicaments, la gestion des médicaments, les erreurs de médicaments. Je prends, j'ai pas pris, ou je prends 2 fois, etc. Et les erreurs alimentaires avec des personnes qui éventuellement continuent de faire leurs courses, font à manger, mais ne mangent pas pour autant le repas. Donc ça, c'est là aussi quelque chose qui génère un risque important,
avec une croyance de la part de l'entourage que tout se passe bien au niveau des médicaments ou au niveau des repas. Mais finalement, quand on regarde dans le détail, des difficultés alimentaires, des carences qui s'installent et des erreurs médicamenteuses qui vont être rapidement compliquées. Donc, se méfier, je dirais, pour l'entourage, des personnes vivant seules et être capable de regarder de façon régulière dans les armoires, dans les stockages et les médicaments de façon régulière. Bon, vous allez me dire, on trouve chez beaucoup de personnes des tas de médicaments et des pochons de médicaments non usités, mais ça vaut vraiment le coup, quelquefois, sur des personnes atteintes de ce type de maladie, de compter les médicaments, de vérifier les boîtes et de s'assurer qu'effectivement le renouvellement a lieu en fonction de l'usage normal du médicament. Mais, même chose pour l'alimentation. On a là aussi des paroles dites qui ne correspondent pas à la réalité, avec des défauts d'alimentation qui peuvent être majeurs. Encore une fois, la personne pensant avoir mangé, pensant avoir fait son repas, mais finalement l'ayant jeté sans l'avoir mangé ou l'ayant donné au chien sans l'ayant vraiment mangé. Et donc un regard nécessaire de l'entourage. Bon, ça c'est surtout vrai pour les personnes qui vivent seules. Le problème de la conduite automobile, donc grande question et souvent une grande difficulté par rapport à la gestion de ce problème. Effectivement, des malades qui, un jour ou l'autre, vont être en difficulté par rapport à la conduite automobile, une inquiétude pour l'entourage vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de la personne elle-même. Et donc, cette grande question, comment faire, comment permettre la mise en sécurité de la personne ou des tiers, et en pratique, comment arrêter, interdire de conduire. Alors en France, on peut interdire à personne de conduire, la loi est faite comme ça, sauf à être pris en infraction et avoir un retrait de permis par les autorités compétentes. Donc ça, c'est... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Alors, je connais aussi... Voilà. Donc, j'en connais aussi. Hein. Évidemment, on est obligé de le faire. Hein. Donc, mais légalement, c'est en train d'évoluer justement pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est priver la personne d'une autonomie, d'une capacité d'indépendance plutôt qui est réelle. Et donc, c'est un risque d'atteinte à son ressenti et un risque de le projeter dans la dépression et donc dans une aggravation de sa maladie tout à fait majeure. Et donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à gérer de façon concrète, l'inquiétude étant réelle et justifiée, et en même temps le risque majeur d'aggraver et de plonger la maladie dans une aggravation de dépression. Donc ça demande beaucoup de doigté, beaucoup de délicatesse. Et bon, alors ça dépend si on est anxieux pour l'entourage, anxieux pour la personne, anxieux pour les tiers. Mais c'est vraiment une des questions difficiles à résoudre dans le cadre de ces pathologies-là. Donc, notamment dans les démences frontales, c'est les plus difficiles. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, en général, on s'arrange pour que les clés soient perdues. Ça paraît normal souvent la personne perd ou on met la voiture en panne ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir de façon importante pour ne pas mettre en réelle difficulté le patient, là encore, par une atteinte à son image, à l'image qu'il a de lui-même. Et ça a vraiment des conséquences souvent terribles quand on ne sait pas bien gérer. Alors, il est dit, hein, les recommandations, que la façon la plus adroite de faire ça, c'est d'aller dans une auto-école, de faire pareil, de parler avec la personne des difficultés qu'on constate. Tu sais, quand on est en voiture avec vous, on a vraiment très peur, ou on n'ose plus monter avec toi en voiture. Tu devrais éventuellement prendre une auto-école, faire un test objectif. Et ça permet, là encore, de mettre en évidence des difficultés et éventuellement de prendre une décision plus partagée, plus acceptable pour le patient, même si, de toutes les façons, les troubles de mémoire aidant, ça va éventuellement être difficile. Bon, quand c'est plus avancé, quand les troubles sont plus terribles, effectivement, l'astuce classique, c'est de mettre la voiture en panne ou de la mettre au garage et d'oublier d'aller la chercher. Et l'oubli aidant,
ça permet de faire certaines choses. Mais il faut reconnaître que c'est une vraie difficulté. Et en pratique, en fait, toutes les atteintes à l'indépendance des personnes, tout ce qui va blesser leur ego, c'est prendre le risque d'aggraver la pathologie d'une dépression sévère qui, en elle-même, va générer des troubles importants. Autre difficulté, c'est celle de la toilette et de l'habillage. Donc là aussi, c'est des troubles praxiques difficiles. On n'imagine pas que le malade puisse ne pas être habillé ou ne pas être lavé. Et donc, une interdépendance importante qui va s'installer, avec là, pour le coup, non plus une difficulté d'isolement pour l'entourage, mais un coût réel, à la fois physique, avec des conséquences médicales qui sont décrites de façon de façon certaine. On a l'entourage qui paye le prix fort d'un point de vue pathologique du suivi d'un malade atteint de troubles neurocomportementaux, avec réellement une morbidité extrêmement importante pour l'entourage dans le suivi. Donc un coût physique supporté par les familles et par l'entourage qui est absolument colossal, avec la nécessité très souvent d'être presque H24 avec la personne et de réaliser les actes les plus élémentaires auprès de la personne, étant entendu que les aides existent, on en parlera, mais ne couvrent pas l'ensemble de la journée. Outre ce coût physique extrêmement important pour l'entourage et la difficulté à vivre cette situation, il y a un coût financier qui s'ajoute à ce coût physique, avec des investissements qui sont nécessaires d'un point de vue d'aménagement des locaux et l'éventualité de prendre des aides à domicile ou de parler d'une institutionnalisation qui va là aussi avoir un coût important. Alors ce qu'il y a de choquant ou pas, vous me direz ce qu'on peut en penser, mais c'est qu'effectivement on est dans le cadre de la pathologie, d'une pathologie qui a des conséquences fonctionnelles particulièrement lourdes et qui échappe à la prise en charge médicale, puisque ça passe sur le domaine dit des dépendances, avec en fait un coût à supporter pour les familles et pour les proches de façon importante. Bon, moi j'ai là le souvenir tout récent d'une personne qui s'est occupée pendant presque 8 ans de sa maman qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer, qui pendant 8 ans a fait tout pour elle, a sacrifié, sa vie quotidienne pour pouvoir s'en occuper, qui au bout des 8 ans arrive au bout du rouleau, c'est-à-dire effectivement les troubles sont tels qu'elle ne peut plus de façon, j'aurais même presque raisonnable pour elle, continuer, et qui va donc qui est obligée d'institutionnaliser sa maman, qui a des aides qui se mettent en place avec une carence de 2 mois existante et qui va devoir, et qui a ce mois-ci sacrifié ses économies en devant payer les 2 mois de maison de retraite compte tenu de la carence, donc 50 000 francs pour chacun des mois, alors qu'elle avait péniblement sur ces 10 ans réussi à économiser 100 000 francs. Donc un coût absolument colossal pour les familles, à la fois d'un point de vue physique et psychologique, vous vous en doutez bien, mais un coût financier qui est absolument très difficile, je veux dire, à admettre, compte tenu de la pathologie, de la raison première de toutes ces difficultés qui restent et qui sont toujours des pathologies. Enfin, et pour terminer, il y aura les troubles neurovégétatifs. Pardon ? Je voulais poser une question par rapport aux toilettes et plus peut-être pour Madame Pinault. Quand on découvre une maladie d'Alzheimer, par exemple, dans une famille, comment on peut essayer de vivre, entre guillemets, plus facilement le fait qu'en fait les rôles sont renversés, c'est-à-dire que la mère devient celle qu'on va laver, donc un peu l'enfant, et que la fille en fait devient une espèce de mère. C'est un rapport qui est très compliqué, conflictuel. Il y a la découverte aussi
du corps de la mère enfin, il y a plein de tabous et plein de choses qui sont difficiles à vivre. Comment on peut faire aussi que la personne malade accepte plus de se dévoiler et de se... c'est quelque chose de très compliqué et de difficile, même s'il y a de l'amour. Donc oui, par rapport à cette question qu'on retrouve dans chacune des situations, hein, c'est récurrent. Donc nous, ce qu'on conseillait, c'était davantage de mettre en place une infirmière, hein, la mise en place d'une infirmière pour tous les soins d'hygiène, tout ce qui concerne la toilette, quoi. À savoir que voir sa mère nue quand on est une grande fille ou voir sa mère nue quand on est un grand garçon, c'est pas l'idéal, quoi. Au plan psychique, c'est assez destructeur même. Pour pas tout le monde, hein, parce que en même temps, on peut avoir dans certains groupes ethniques une prise en charge de ce type qui a toujours plus ou moins existé. Mais là, bon, je veux pas m'aventurer parce que je connais pas plus, mais je sais que pour certaines familles, ça n'a pas du tout été problématique. Au contraire, ça a été bien vécu. Mais généralement, au niveau occidental, on n'a pas cette modalité de fonctionnement qui fait que quand on est confronté à ça, ça devient difficile. Et à ce moment-là, il est intéressant de pouvoir justement mettre en place l'infirmier ou l'infirmière. Donc, c'est un autre problème, hein, de faire rentrer quelqu'un à la maison, etc. Mais ce qui permet aux enfants de garder le parent sous un angle, on va dire...